nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. J'aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Si l'on a oublié l'auteur de la formule, elle est restée célèbre. Sans doute parce qu'elle résume avec piquant le rejet dont fit l'objet le second pendant la plus grande partie de son existence. Rejeté par la gauche pour son anticommunisme, incompris par la droite pour nombre de ses engagements, notamment en faveur de l'indépendance algérienne, Raymond Aron avait de quoi déplaire à tout le monde et demeure, quoi qu'il en soit, difficilement réductible à une quelconque étiquette. En 1981, Jean-Louis Missika et Dominique Volton s'entretenaient longuement avec lui en préparation d'un documentaire diffusé sur Antenne 2, dans lequel Aron racontait son itinéraire intellectuel et politique, depuis ses études rue d'Ulm jusqu'à ses différentes prises de position contemporaines, lui qui fut pendant 30 ans éditorialiste au Figaro, puis à l'Express. Jacques Pogam les recevait tous trois, ainsi que Pierre Manant, dans son émission Rencontre, diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1981. Oui, aujourd'hui, rencontre avec Raymond Aron en compagnie de Jean-Louis Missika, Dominique Volton et Pierre Manant pour un livre important qui vient de paraître chez Juillard, Le spectateur engagé. C'est un livre d'entretien entre Raymond Aron, Jean-Louis Missika et Dominique Volton. Spectateur engagé, Raymond Aron, c'est une formule que j'ai lue dans ce livre. Vous écrivez que quand vous avez eu 25 ans et que vous avez choisi votre itinéraire intellectuel, vous avez décidé d'être le spectateur engagé de votre époque. Je pense que c'est là que vous avez pris le titre de ce livre. Le titre, je ne suis pas sûr de l'avoir trouvé à cette époque, je l'ai trouvé ensuite, mais l'idée date de 1931. C'est-à-dire que je réfléchissais sur ce que je pourrais faire pour concilier, unir les deux idées ou les deux aspirations que j'éprouvais à l'époque. C'était d'un côté d'être philosophe et de l'autre côté ma passion pour la politique. Et la conciliation des deux, c'était la tentative de réconcilier la réflexion philosophique sur la possibilité de penser l'histoire d'un côté et de mettre à l'épreuve cette manière de penser l'histoire en étant à la fois spectateur et acteur. Et les limites de l'objectivité historique, c'était, pour ainsi dire, à mes lecteurs, faites attention. Même si j'essaye d'être objectif, étant à la fois spectateur et acteur, je suis suspect. Comme sont tous les hommes qui agissent et qui pensent dans l'actualité. Ce livre est composé d'entretiens que vous avez eus avec Jean-Louis Missika et Dominique Volton, mais d'entretiens qui n'étaient pas prévus justement pour faire un livre. C'est ça qui est assez extraordinaire. En effet, ces entretiens ont eu lieu en vue de réaliser 3 émissions à la télévision qui vont passer dans quelques jours. Et le script total n'était pas destiné à être publié. Et comme je savais que ce que je disais ne serait pas conservé, je parlais avec une totale liberté. Pas tellement différente d'ailleurs de ma manière ordinaire de parler à la radio ou à la télévision, mais enfin tout de même, je savais que si je disais une connerie, on l'ôterait. Donc l'improvisation était plus totale que d'ordinaire. Et puis alors ceux-là, lorsque nous avons terminé les entretiens, je les avais un peu corrompus malgré tout, et ils ont eu la tentation d'utiliser le script pour en faire un livre. Moi j'étais contre, mais eux étaient pour. Alors je ne pouvais pas refuser, d'autant plus que nous avons trouvé un homme remarquable et qui est un éditeur, et qui a dit que ce serait pas mauvais. Alors voilà le livre. Mais demandez-leur ce qu'ils en pensent. C'est ce que j'allais faire. D'abord, qu'est-ce qui leur a donné envie à tous les deux de faire ces entretiens avec Raymond Aron?
Vous précisez que vous avez 30 ans à peu près, 30, 32, 33. Il y en a qui est plus jeune. Oui. Lequel? Hélas, Missika. Bon. Je ne les connaissais pas. Vous ne les connaissez pas? Pas du tout. Non, je crois que le point de départ est assez simple. Nous ne connaissions pas Aron, ça c'est vrai. La première raison, c'est que la télévision française n'avait pas de grande émission sur Raymond Aron. Comme hélas, il y a un certain nombre de grands intellectuels français qui n'ont pas fait l'objet de grandes émissions. Et on souhaitait que la télévision française puisse d'une certaine manière plus facilement réussir avec Aron, ce qui avait été raté avec Sartre. Bon. Donc l'idée nous en est venue il y a déjà un certain temps, avant même le décès de Sartre. Et naturellement, le décès de Sartre a catalysé définitivement le projet. Et l'idée était que la télévision française puisse avoir une série de longs entretiens avec Aron, qui avait l'avantage principal tout de même d'avoir été un des principaux observateurs de la vie intellectuelle et politique française depuis 1930. Donc ça, c'est quand même une raison essentielle. La seconde, c'est qu'il avait eu suffisamment raison avant les autres sur suffisamment de sujets pour que ce soit intéressant de reconstituer dans la durée, disons, une certaine analyse, une certaine approche à la fois de l'histoire et de la politique. Et je pense, Raymond Aron, ce qui a dû vous intéresser, vous exciter même de faire ça, c'est de le faire avec deux garçons qui sont nés à la politique, qui appartiennent à une génération née à la politique. Oui, enfin d'abord 68, moi, si vous voulez. J'adore la conversation. Et à mon âge, ça devient de plus en plus difficile. Car ou bien j'ai des conversations avec des gens de mon âge. Bon, c'est déjà plus difficile parce que nous sommes tous occupés, nous avons tous des souvenirs, nous sommes tous chargés d'épreuves. Et avec les jeunes, d'ordinaire, c'est extraordinairement difficile. Ou bien ils sont terrifiés, ou bien ils sont ironiques, ou bien ils disent c'est un grand-père. Eux, ils ont réussi, ils ne savent peut-être pas pourquoi, parce que c'est les premiers depuis très longtemps qui m'ont parlé comme à un camarade. Et ils se sont mis à causer avec moi comme je causais avec mes amis quand j'avais 50 ans de moins. Alors, mes conversations avec eux, ça a été réellement un bain de jeunesse. Ils ne le savent pas, c'est la première fois que je leur dis, parce que c'est extraordinaire d'avoir avec eux les conversations en dehors des entretiens que j'ai eus. Par exemple, à l'Express, ils m'appellent toujours, paraît-il, quand je ne suis pas là, papy, c'est-à-dire le grand-père. J'ai pas d'objection, c'est mon âge. Ou bien, quand ils sont avec moi, j'ai toujours un peu le sentiment qu'ils causent avec un monument historique d'un autre âge. Bon, je respecte. D'abord, je ne trouve pas que je sois un monument historique. Parti de Marseille, je pense que je ne suis pas encore mort. Alors, eux, ils m'ont parlé comme j'aime qu'on me parle. Et du coup, les entretiens, c'était pour ainsi dire simplement une partie de nos conversations, qui ne sont pas terminées. C'est bien vrai ? Oui, tout à fait vrai. Je peux même dire une chose qui va dans ce sens-là, c'est que nous ne le connaissions pas. Nous lui avons proposé ces émissions pour la télévision qui était quand même un assez gros travail de notre part, bien sûr, mais surtout quand même de la sienne. Et je trouve que ce qui va dans le sens de ce que vient de dire Raymond Aron, c'est qu'il a accepté en nous connaissant relativement peu et en nous faisant totalement confiance. Et ça, je trouve que c'est très important parce que nous n'avions pas forcément les mêmes opinions que lui. Il le savait par les différents écrits que nous avions faits auparavant. Et non seulement ça n'a jamais contraint, mais ça n'a pas empêché de nous faire totalement confiance. À preuve, et c'est dit dans l'introduction des livres, mais pour nous c'est important de le redire, c'est que nous avons conçu ces émissions de télévision exactement comme nous le souhaitions. Et lui ne souhaitait même pas savoir à l'avance les thèmes et les questions que nous allions aborder. Ce qui prouvait, je trouve, un libéralisme relativement rare, très rare même. Non, ce n'est pas du libéralisme, c'est le fait que je ne peux pas avoir de méfiance à l'égard des gens avec lesquels j'ai des relations. Ou bien je n'en ai pas, ou bien je leur fais confiance. Et puis quand je suis déçu, ben c'est fini. Mais au point de départ, j'accueille avec confiance. Pierre Manin, qui est l'assistant de Raymond Aron. Oui, j'ai lu naturellement ce livre avec beaucoup d'intérêt. J'appartiens à la même génération que les deux intervieweurs, quoique, autant que je me souvienne, en mai 68, je n'étais pas précisément du même côté que sur les barricades. Il était de mon côté. Je veux dire, j'étais du côté de Raymond Aron avant de le rencontrer sur ce point, et peut-être ce qu'il a réussi à faire, c'est à modérer mes choix politiques. Non, c'est un livre qui, je crois, donne le meilleur profil intellectuel de Raymond Aron qui soit accessible. Je dirais que j'ai un regret personnellement, et ça c'était inévitable, c'est je n'y ai pas retrouvé par la force des choses le Raymond Aron que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris, que j'ai rencontré dans son bureau et dans son séminaire, c'est-à-dire le professeur ou l'éveilleur intellectuel. Assurément, il a
il est ce qu'il ne dit pas assez peut-être et ce que on ne lui fait pas dire assez dans le livre, un grand professeur. Je tiens à employer ces deux termes qui sont aujourd'hui aussi bien l'un et l'autre désuets. Bon, je suis pas là pour ajouter une pierre au monument. Simplement, puisque je suis là, il faut bien que je dise mon expérience particulière. Donc, comme vous n'en parlez pas directement dans votre livre, je le note. Bon, cela dit, évidemment, j'ai trouvé ce livre tout à fait passionnant. Il faut bien dire que dans les entretiens, il était très difficile de faire apparaître ce que j'appellerais volontiers l'enseignant. Et personnellement, je pense malgré tout qu'il y a une communauté entre mon activité de journaliste et mon activité de professeur. C'est que dans les deux cas, d'une certaine manière, je pense que je suis enseignant. C'est-à-dire que même dans les articles que j'écris, il y a une intention beaucoup moins de convaincre que d'instruire. C'est-à-dire de pousser les gens à réfléchir à partir d'un certain nombre de données. Bien sûr, comme tous les journalistes, je me laisse emporter par la polémique, par les effets faciles, bien sûr, mais tout de même, très souvent, on disait pendant des années que, comme journaliste, j'écrivais comme un professeur. C'est peut-être vrai, mais c'est à la fois une critique et peut-être un semi-compliment. Qu'en pense Jean-Louis ? Lui qui est un professeur aussi. Je crois que c'est particulièrement vrai en économie. C'est-à-dire que dans vos papiers du Figaro sur les thèmes économiques, sur les problèmes monétaires, on trouve effectivement cette espèce de souci didactique, cette espèce de volonté d'aborder un problème sous tous les angles et de bien le décortiquer et de laisser en fin de compte au lecteur le libre choix de la conclusion à en tirer. Mais par contre, sur les problèmes de politique étrangère, c'est peut-être un petit peu moins vrai, parce que là, la passion politique est présente, et du coup, il y a quand même cet engagement fondamental qui est... Bien sûr, c'est surtout dans les articles économiques que je ne conclus pas. Oui. Ce qu'on me reprochait beaucoup, et qu'on me reproche encore. Mais il faut une prétention exceptionnelle, ou bien une confiance totale en soi, pour donner une solution, par exemple, à ce qu'on appelle la crise monétaire. Je l'ai interprété, je l'ai expliqué pendant une quinzaine d'années, maintenant ça m'ennuie un peu, mais au fond, personne ne savait très facilement comment on pouvait en sortir. Ce que, en revanche, j'annonçais, je crois assez exactement, ce qui se passerait. Je ne disais jamais ce qu'il fallait faire. Par exemple, j'ai écrit pendant plusieurs années, face, disons, au général de Gaulle et à ses conseillers, que peut-être ils avaient raison dans l'abstrait, mais que le jour où le dollar sauterait, c'est-à-dire où les liens entre le dollar et l'or seraient rompus, la situation serait pire pour nous, et que si nous souhaitions ce résultat, nous jouions à qui perd gagne. Car effectivement, depuis le moment où il y a eu rupture entre l'or et le dollar, c'est-à-dire en 1971, à tous les points de vue, c'est pire qu'auparavant. Alors, en ce sens, je ne disais pas ce qu'il fallait faire, mais sur un certain nombre de questions importantes, je ne me suis pas trompé sur les conséquences probables de tel ou tel événement. Je pense qu'avant de se lancer dans ces entretiens, Jean-Louis Micica et Dominique Walton, vous avez lu pratiquement tout ce qu'avait écrit Raymond Aron. Si bien les livres... Tout n'exagérez pas. Non, moi non plus, j'ai pas tout lu. Vous n'avez pas lu tout ce que vous avez écrit. Non. Enfin bon, vous avez quand même lu pas mal, je suppose, tous les deux. Beaucoup. Vous avez bien préparé leur coup, ils ont bien travaillé. Donc vous êtes fait une certaine idée de Raymond Aron. Est-ce que cette idée a changé, maintenant que le livre est terminé? Est-ce que vous le voyez d'une façon différente? Est-ce qu'il a éclairci certains points, certaines questions que vous vous posiez à son sujet? Pas tellement, peut-être. Seulement, je crois que ce que nous a apporté le fait de le fréquenter plus pour ce travail et depuis, c'est de voir dans la continuité ce qu'on avait découvert en lisant un certain nombre de livres et d'articles, à savoir, ce qui est quand même le plus frappant, c'est cette capacité d'analyse, cette fameuse utilité, ça c'est vrai, et de l'avoir fonctionné en pratique quotidiennement ou très régulièrement, c'est quelque chose d'assez étonnant à voir, ça c'est vrai. Parce que cette lucidité, en définitive, particulièrement dans la conjoncture politique actuelle, c'est assez rare.
Et ce qu'on dit, c'est un des grands plaisirs de la découverte intellectuelle de la pensée de Aron, c'est que c'est non conformiste. C'est pas non conformiste par rapport au mode, c'est non conformiste par rapport aux schémas idéologiques. Et c'est dans ça que, à mon avis, sa pensée, son analyse politique et historique fait bien partie des 50 dernières années qu'on vient de passer. C'est qu'il a réussi, si je puis dire, cet exploit, quasiment de n'être jamais d'accord avec la tendance dominante de l'époque. Ce qui fait qu'il a toujours été à contre-courant, donc toujours très violemment attaqué. D'ailleurs, Aron a suscité des haines inexpiables, si je puis dire, quelques amitiés, mais énormément de haine, justement parce que les 3 quarts du temps, il était à contre-courant, du courant dominant. Je crois que vous exagérez en employant le mot haine. Écoutez, je peux Animosité. Je peux dire que sur un certain nombre de textes que nous avons lus, notamment dans la grande période 47 de la rupture, 47-60, c'est-à-dire le grand moment de la guerre froide, et notamment, si on prenait seulement le cahier... Oui, il y a une chose qui est très instructive à lire, c'est le dossier de presse de l'opium des intellectuels. Oui. Je veux dire, quand on lit 1955, l'opium des intellectuels est publié, et c'est une critique des positions donc de Sartre, Merleau-Ponty, donc position existentialiste, notamment par rapport à l'Union soviétique, au stalinisme et aux camps de concentration. Et vous avez un tir de barrage de la part des publications d'extrême gauche, de centre gauche, de gauche modérée, catholique, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est hallucinant. Lire le dossier de presse de l'opium des intellectuels, c'est voir la haine à l'œuvre. Écoutez, j'ai relu récemment ce dossier et je dirais que c'est vraiment amusant parce que de l'extrême gauche jusqu'au centre, ils sont tous contre et avec violence. Et le centre de la neutralité, c'est l'Express de l'époque. L'Express a donné des extraits de l'opium des intellectuels avec un chapeau plutôt désagréable, mais rien d'autre. Ils n'ont pris position ni pour ni contre. En revanche, à droite de l'Express, ils étaient tous pour. Aucun de mes livres n'a été accueilli de manière aussi caractéristique par la gauche et par la droite. D'un côté, c'était violemment contre, et de l'autre côté, avec des nuances, très pour. C'est le seul de mes livres dont l'accueil a été déterminé exclusivement par les idéologies politiques. Il me semble avoir lu que vous dites mieux vous entendre avec les gens qui ne vous aiment pas qu'avec ceux qui vous aiment. C'est peut-être une boutade, ça, non? J'ai dit ça? Il me semble bien avoir. C'est une question perverse encore? Ah non, je crois que c'est une réponse simple à une question sûrement perverse. Non, c'est-à-dire c'est plus compliqué que cela. C'est-à-dire que je ne suis pas de sensibilité immédiate un homme de droite. Je ne l'ai pas été et je ne le suis pas encore. Et en ce sens, il est possible que, affectivement, je sois plus proche d'un certain nombre de gens qui ont pris des positions politiques différentes des miennes. Mais l'expression a été souvent employée, c'est un homme de droite qui s'adresse aux hommes de gauche et qui n'est approuvé que par les hommes de droite. Il y a des expressions de cette sorte. Mais je crois que c'est une amélioration de la réalité. En fait, ça dépend des circonstances. Quand j'ai pris position pour l'indépendance algérienne, il n'y a pas eu du tout d'accueil déterminé par les affiliations politiques. Car une bonne partie des gens traditionnalistes, conservateurs, hommes d'affaires, étaient de mon côté. Et un certain nombre des hommes de gauche étaient contre. Par exemple, l'Express, qui en principe était pour une politique libérale en Algérie, m'a attaqué violemment. Y compris même à cette occasion Mauriac. Ce qui prouve qu'il n'est pas tellement facile de déterminer quelles ont été les réactions à mes différentes prises de position selon les circonstances. Enfin, la haine, vous récusez. Ça vous paraît je ne crois pas à la haine. Si, il m'est arrivé de recevoir des lettres, mais c'était d'un communiste qui disait « Je ne voudrais pas vous rencontrer même dans l'enfer ». C'est une forme extrême de ces sentiments. Moi, je dirais que Aron, un peu pour les intellectuels de gauche, c'est le désir interdit. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'eux-mêmes pensent, mais n'osent souvent pas dire au nom de leur choix idéologique de départ. Parce que là, il y a une communauté d'esprit
philosophie de choix évidente, même de valeur. Simplement, comme les trois quarts du temps, il ne pense pas comme pense la gauche bien pensante, mais que les intellectuels de gauche ne sont pas loin de penser la même chose que lui. C'est vrai que souvent, ces prises de position suscitent des réactions violentes au titre du désir interdit. Depuis quelques années, je n'ai pas noté. D'ailleurs, pour dire la vérité, je lis très très peu les comptes rendus, surtout quand ils sont désagréables. Quand ils sont agréables, je dis ça ne signifie rien. Et quand ils sont désagréables, ils me sont réellement désagréables. Comment avez-vous conduit ces entretiens enfin, je vous le demande, je le sais, parce que j'ai le livre sous les yeux, mais ceux qui nous écoutent ne l'ont pas encore. Vous avez pris l'ordre chronologique, tout simplement. Tout simplement, c'est-à-dire que, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, notre idée était d'essayer de montrer comment, à partir des grands événements qui ont marqué l'histoire contemporaine, Raymond Aron s'était déterminé et avait appliqué ses choix, ses grandes orientations philosophiques et avait donc opéré un certain nombre de choix précis sur ces événements. Et donc l'idée la plus simple justement pour pouvoir voir à l'œuvre cette prise de décision, c'était de reprendre la chronologie avec simplement trois grands axes, trois grands thèmes à l'intérieur de chacune des périodes que nous avions découpées, donc 1930, 1947, 47, 68 et 68 jusqu'à maintenant. Nous insistions sur trois thèmes. Premièrement, le mouvement des idées et l'œuvre de Raymond Aron. Deuxièmement, la vie politique française et plus particulièrement la capacité des dirigeants politiques à prendre en compte et à gérer les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et troisième grand thème, les événements internationaux, le problème de la paix et de la guerre. Donc c'est à partir de ce schéma chronologique avec ce découpage que nous avons travaillé et établi notre interview. J'imagine qu'en posant vos questions, vous aviez déjà en tête ce qu'allaient être souvent les réponses, mais est-ce qu'il y a eu des réponses qui vous ont totalement surpris ? Disons, sur les événements eux-mêmes, je crois que la réponse qui m'a le plus surpris, c'est la réponse sur Yalta. C'est-à-dire quand Aron répond, il n'y a pas eu de partage du monde à Yalta. C'est un fait historique. C'est pas une opinion. Absolument, mais disons que non pas en soi, je veux dire le problème de Yalta au sens, mais disons l'analyse qui est faite des erreurs commises par les Occidentaux ou des naïvetés commises par les Occidentaux et par les Américains. Disons que ce qui nous intéressait, nous, dans cette partie, les questions que nous voulions poser, c'était, si vous voulez, les questions posées et soulevées par les dissidents soviétiques, les dissidents des pays de l'Est, qui commencent à dire actuellement nous avons été trahis, nous considérons que les Européens de l'Ouest et les Américains ont acheté leur tranquillité au prix de la servitude en Europe de l'Est. Et donc c'était par rapport à ce thème qui est, disons, relativement nouveau que nous voulions interroger Raymond Aron. Et en fin de compte, c'est peut-être ça la réponse qui nous a surpris, c'est ça ne pouvait pas se passer différemment. Si. À partir du moment, je termine, à partir du moment où les troupes américaines avaient démobilisé. Dans l'abstrait, théoriquement, les Anglais et les Américains auraient pu être conscients du danger de la soviétisation de l'Europe de l'Est. Mais ce qui est vrai, ce que je vous ai répondu, c'est qu'il n'y a pas eu de manière acceptée, officielle, le partage du monde, et même pas le partage de l'Europe, puisque la rupture entre les États-Unis et l'Union soviétique s'est faite essentiellement sur la manière dont les soviétiques se conduisaient en Pologne. Ce qui signifie qu'à Yalta, les Américains n'ont absolument pas cru qu'ils abandonnaient l'Europe de l'Est à la domination soviétique. Celui qui l'avait compris, parce que c'était un vieil homme politique européen, c'était Churchill. Mais il pensait que, au bout d'un certain nombre d'années, Saint-Nicolas aurait digéré trop de petits-enfants et qu'un certain nombre sortiraient. C'est l'expression qu'il a employée vers 45-46. Mais il n'y a pas eu à Yalta ce que l'on appelle un partage du monde, encore moins du monde, puisque même pas de l'Europe. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que probablement pour empêcher Staline de soviétiser l'Europe de l'Est,
Il aurait fallu être capable d'employer la force militaire, ou menacer d'employer la force militaire. Or, à mon sens, c'était presque impossible, car on ne peut faire la guerre à des démocraties qu'en leur expliquant que nos alliés sont du bon côté de la vertu et les autres sont des diables. Ce qui exclut de passer d'une alliance à une autre du jour au lendemain. Ce que pouvait faire Hitler, c'est-à-dire une alliance avec l'Union soviétique, et ensuite la guerre, ce que pouvait faire Staline, les démocraties ne pouvaient pas le faire. Et il était extraordinairement difficile en 1944 ou 1945 pour les Américains, d'abord de ne pas démobiliser leurs troupes, et d'autre part, d'utiliser d'une menace de guerre pour empêcher la soviétisation de l'Europe de l'Est. Il aurait fallu convaincre immédiatement l'opinion américaine qu'on s'était trompé, que les soviétiques étaient du mauvais côté, bien que, accidentellement, ils aient été du bon côté contre Hitler. Ce qui fait qu'à la fois, on peut dire ce n'était pas inévitable, et on peut dire aussi historiquement, en prenant l'ensemble des données, c'était tout de même très probable. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Mais moi, je voulais revenir sur la question précédente que vous avez. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur plusieurs situations historiques? Ce qui, moi, en tout cas, m'a été le plus utile, c'est de comprendre comment on passait d'une vision de l'histoire en blanc et noir à une vision plus grise. C'est de montrer, de comprendre concrètement la complexité historique. Je prends des exemples. La montée de Hitler au pouvoir, qu'en France, on analyse qu'on aurait dû s'apercevoir très vite, et que quand on discute avec Aron, on se rend compte qu'en définitive, une bonne partie, notamment des intellectuels de l'époque, était en réaction très violente contre l'anti-germanisme profond dû à la guerre de 14-18, et qui ne voulaient pas, dès le départ, continuer d'emboîter les pas là-dessus. Premier exemple de complexité de l'histoire qui explique que c'était pas immédiatement en noir et blanc. Deuxièmement, le Front populaire, nous avons été éduqués avec une vision d'histoire claire là-dessus. Le Front populaire, c'était ce qu'il y avait de plus parfait, aucune erreur. On s'aperçoit que du point de vue économique, il y a eu un certain nombre d'erreurs prises dès le départ, qui ont fait qu'elles ont notamment induit des réactions au niveau de la politique française, au niveau de la politique européenne. Sur Vichy, en principe, c'est blanc et noir. Les bons, c'est les gaullistes. Les méchants, c'est tout ce qui s'est passé en France. Et ce qui est intéressant à travers le témoignage et l'analyse de Aron, c'est de voir qu'en définitive, au moins jusqu'en 1942, les choses étaient plus compliquées. Sur la rupture de la guerre froide, nous qui avions un schéma classique de gauche dominant dans l'université, dans la formation, les bons étaient ceux qui avaient résisté à la rupture du monde en deux, et les mauvais étaient ceux qui, au contraire, s'étaient alliés immédiatement au camp occidental, et d'essayer de voir concrètement comment, en définitive, en 46-47, d'abord, beaucoup de gens n'ont pas voulu voir que le monde se coupait en deux et qu'il fallait choisir, et qu'en tout état de cause, l'avenir de l'Occident était évidemment de choisir très rapidement son camp, etc., etc. C'est de montrer à chaque fois sur les événements de ces 50 dernières années comment l'histoire était plus complexe que souvent on nous la représente pour nous qui ne l'avons pas vécue, et c'est aussi vrai pour les événements actuels, et surtout comment il y a eu parfois un chassé-croisé, c'est-à-dire c'est parfois la gauche qui s'est trompée, parfois la droite qui s'est trompée, et vice-versa. Je crois que c'est ça qui est à mon avis le plus intéressant à comprendre, c'est la complexité historique, enfin, sans vouloir... C'est ce que Raymond Aron appelle le relativisme historique d'une certaine manière, une certaine attitude par rapport à l'analyse de l'histoire. Et ça, c'est très intéressant de le voir avec quelqu'un qui a vécu 50 ans d'histoire à des événements de nature différente. Quelle est votre réaction, vous? Oui, si je peux dire quelque chose sur votre dialogue, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand Dominique Volton et Jean-Louis Micica reprochent en quelque sorte, oui, dans leur ton, il y a à coup sûr du reproche à Raymond Aron de ne pas parler avec suffisamment de véhémence ou d'indignation dans différentes circonstances. Et Raymond Aron répond que, bon, comme il n'a pas le talent de Bernanos, il préfère parler sobrement. Et comment dire... Je n'aime pas éructer devant le papier blanc. Oui, alors ça c'est un aspect, comment dire, qui me paraît très... ça dépend de la tournure d'esprit qu'on a, mais très attachant dans le style personnel de Raymond Aron, c'est-à-dire c'est l'absence de l'invective gratuite ou de la complaisance pour soi-même. Voilà. Disons que le jugement sur les faits n'est pas l'occasion de montrer la noblesse, ses grands sentiments et ainsi de suite. Et il faut avouer que sur ce point, je ne dirais pas que... il se distingue non seulement des hommes, de beaucoup, soyons honnêtes, disons de beaucoup d'intellectuels de gauche particulièrement véhéments, bon, Sartre, etc., mais aussi d'intellectuels de droite tout aussi véhéments,
dont on n'a plus guère entendu parler parce qu'il y a eu la guerre, mais des gens comme Maurras, Bernanos, pendant une bonne partie de son œuvre, ont été extrêmement véhéments, violents, complaisants pour leurs sentiments et leurs passions. À coup sûr, dans la sobriété aronienne ou dans la prose aronienne, il y a, je dirais volontiers, une leçon morale. Ne pas être trop complaisant pour ses propres passions, pour ses propres sentiments. Et de ce point de vue-là, personnellement, j'ai beaucoup appris. Oui, il s'agissait, par exemple, de comment parler de ce qui se passait à Vichy quand on était à Londres. Alors, pour commencer, moi je considérais que celui qui était à Londres, surtout à partir du moment où le Blitz, les bombardements ont cessé, nous étions relativement en sécurité, et ceux qui étaient en France étaient du mauvais côté. Alors je trouvais toujours indécent ceux qui étalaient leur héroïsme sans être sur le champ de bataille, mais l'étalaient sur le papier. De telle sorte que je me suis toujours imposé un style aussi discret que possible. D'autre part, j'ai toujours été convaincu, après l'armistice, que, inévitablement, après cette décision prise, il fallait attendre une occasion, des circonstances favorables, pour que la France dite de Vichy rentre dans la guerre. Et qu'il n'y avait aucune raison de demander à Vichy de rentrer dans la guerre en 1941, aussi longtemps que l'Angleterre n'avait pas d'armes à donner aux Français en Afrique du Nord. Et que par conséquent, tout ce que l'on pouvait et devait souhaiter, c'était que le gouvernement de Vichy ne sacrifie pas l'essentiel, c'est-à-dire ses armes, la marine, l'Afrique du Nord, et attendre le moment de la rentrée de cette autre France dans la guerre. Et j'avais des relations régulières avec Dupuy, qui était ambassadeur du Canada à la fois à Vichy et à Londres. Et il avait des relations avec les différentes personnalités de Vichy. Il me mettait au courant des tendances différentes, et je n'espérais pas beaucoup que le jour où les Anglo-Américains arriveraient en Afrique du Nord, le maréchal Pétain prendrait l'avion pour aller pour l'Afrique du Nord, mais ce n'était pas tout à fait exclu. En tout cas, il n'est certainement pas exclu qu'une partie des militaires, des marins qui étaient à Vichy ou en Afrique du Nord se rallient à la France et aux Alliés, à la France libre et aux Alliés. Alors je pensais, très naïvement, mais de manière tout à fait catégorique, qu'il ne fallait pas pousser la polémique contre ceux qui étaient de l'autre côté jusqu'au point où la réconciliation entre les Français libres et les militaires en Afrique du Nord deviendrait impossible. Cette réconciliation s'est faite, mais dans des conditions très difficiles, et la rupture entre les deux France, entre les deux parties de l'armée, cette rupture a pesé sur les uns et sur les autres très longtemps. On disait très souvent à Londres qu'au fond de mon cœur, j'étais à demi vichiste, ou tout au moins que par surcompensation parce que j'étais juif. Naturellement, c'est absurde. Ce qui est vrai, c'est que j'étais très conscient du fait que j'étais juif, très conscient du fait que dans la bataille nationale française, les Juifs représentaient un élément particulier, et j'ai toujours eu la volonté, le souci d'écrire d'une manière où mes préférences et mes jugements de valeur fussent évidents, mais où simultanément il y eut le minimum de vitupération, d'injures, et le maximum d'efforts pour faire comprendre. Alors peut-être j'avais tort, peut-être j'avais raison. Récemment, il y a 1 an, j'ai eu un témoignage qui m'a beaucoup touché. J'ai rencontré à Cambridge le grand historien anglais de la Révolution française, Cobb, qui m'a dit « Je vous ai déjà rencontré, vous l'avez oublié. J'ai été vous voir dans la revue La France Libre. La France Libre, je l'ai lue pendant toute la guerre, et c'était la seule publication française que je pouvais lire parce qu'il n'y avait pas de propagande. Il y a fait de l'analyse, des prises de position, mais pas de propagande. Or, je pense encore aujourd'hui que cette revue, La France Libre, étant donné les ressources dont nous disposions qui étaient très faibles, c'était pas si mal. Et d'autre part, le ton modéré, la discrétion, était plutôt du positif plutôt que du négatif.
Naturellement, ce n'était pas du tout politique, car dans ce siècle démocratique, il est presque impossible d'avoir un ton politique discret. Mais je ne suis pas un homme politique. Jean-Louis Missika, je vous demandais, oui, tout à l'heure, quelle réponse vous avez surpris, étonné, choqué même peut-être. Vous avez parlé de Yalta, mais il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a une autre. Mais 68 Je n'ai pas parlé assez de la question juive dans les articles sur Vichy. Vous me l'avez reproché plusieurs fois. Oui, mais ça n'est pas une réponse qui m'a étonné. C'est vrai, ce qui m'a étonné, c'est qu'en lisant... aussi de ne pas avoir parlé assez des tortures en Algérie. J'étais contre. C'est comme le péché. Je suis toujours contre. Non, c'est vrai. Je ne connais personne qui soit pour les tortures. Mais je pensais, et j'écrivais, que cette sorte de guerre suscite de manière presque inévitable, d'un côté et de l'autre, des phénomènes horribles. Il faut être contre ces choses horribles. Simplement, ça ne sert pas à grand-chose de faire des tirades contre ces choses horribles. Ce que l'on peut faire de plus utile, c'est de contribuer à la fin de la guerre. Et ça, c'est un bon exemple de l'attitude intellectuelle et politique de Aron. Quand je parlais tout à l'heure de l'histoire, comprendre la complexité de l'histoire. Avec un schéma classique et que je maintiens encore, c'est vrai qu'on peut dire, dans certaines situations historiques, qu'il faut faire des coups d'éclat. Oui, sur la situation algérienne, Aron l'avait fait avec la publication du livre La tragédie algérienne. À partir de ce moment-là, il considérait dans sa logique à lui que l'acte qui lui permettait de prendre date était fait et qu'il fallait plutôt essayer de voir de manière empirique ce qu'il pouvait faire plutôt que de continuer dans ce sens-là. Si vous voulez dire, j'ai continué tout de même en ce fait. De manière empirique? Non, pour la première fois de ma vie et la seule, j'ai fréquenté la classe politique. C'est ça, mais ce que je voulais dire, tout le monde. Pour une action empirique. Quoi d'autre? Oui, mais... si, d'autres. Si, puisque des tas d'autres ont fait. L'autre solution, elle était illustrée par d'autres intellectuels qui ont signé manifeste sur manifeste. Ah, ça c'est ridicule. Oui. Et c'est intéressant justement de voir la différence d'attitude sur ce cas précis de la guerre d'Algérie. En particulier, j'étais contre le manifeste des 121. C'est-à-dire le manifeste par lequel des intellectuels dans leur fauteuil disaient aux jeunes gens de déserter. Bon, là j'étais choqué profondément. Si eux, ils voulaient déserter, j'avais pas d'objection, c'était décision de conscience. Mais quand soi-même on n'est plus d'âge de déserter, on ne suggère pas aux jeunes de déserter. Ou bien on le fait soi-même, ou bien on ne dit rien. J'ai empêché les professeurs de Harvard de signer le manifeste des 121. Ils voulaient le faire. Mais j'étais à Harvard et j'ai réussi à convaincre la plupart d'entre eux que c'était pas une chose à faire. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous penseriez si vous avez une guerre de cette sorte, les Français disent aux jeunes Américains de déserter. La question s'est présentée quelques années plus tard à propos du Vietnam. Ils ne se sont pas gênés, les intellectuels français, pour... Oui, ça n'a pas eu beaucoup d'influence. Mais c'est un bon exemple, cet événement-là, comment dirais-je, qui permet d'expliquer justement il y a deux attitudes fondamentales, notamment chez les intellectuels et souvent face à la politique. Une qui consiste en fonction d'un certain choix, de prendre tous les moyens, y compris des moyens violents ou y compris des moyens irréguliers, voire polémiques, qui correspond dans l'ensemble à la manière de se situer des intellectuels de gauche, qui en fonction d'un certain nombre de combats trouvent les moyens adéquats. Et une autre attitude intellectuelle et politique qui est celle de Aron et qui est beaucoup plus rare, qui consiste en définitive sur certains grands problèmes à prendre position nettement, très nettement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a souvent une réputation fausse de quelqu'un qui ne prend pas position, parce qu'il a pris position sur les plus grands problèmes, et très rapidement, absolument. Mais que cette prise de position ne l'autorise pas ensuite à continuer dans le même style. Je veux dire, pourquoi j'essaie de revenir à cette idée de la complexité de l'histoire, c'est parce que on a du mal à comprendre en quoi ce sont deux attitudes intellectuelles et politiques différentes, surtout dans les milieux qui sont les nôtres, où en général une prise de position entraîne inéluctablement une suite continue dans le même genre. Voilà. Et que la position de Aron et sa politique, une fois qu'il a pris position sur un événement, ne consiste pas forcément à continuer dans le même style. Le problème algérien était le suivant. Il était facile de prévoir que le seul aboutissement serait l'indépendance de l'Algérie.
il était facile de constater que pour aller de ici jusqu'à l'aboutissement, c'était extraordinairement difficile, car il y avait des résistances compréhensibles, à la fois chez les Français d'Algérie et dans l'opinion française, pour accepter cela. Donc, à partir du moment où j'avais pris position pour un certain règlement, l'essentiel, c'était de trouver les conditions en France et en Algérie qui rendraient possible la réalisation de ce qui, à mes yeux, était la seule solution praticable. Or, à partir du moment où j'avais expliqué ma pensée, à partir du moment où j'avais conversé avec les hommes politiques, et même avec un groupe de grands fonctionnaires qui travaillaient dans la même direction que moi, qu'est-ce qui me restait? D'autant plus qu'à partir de 58, il y a eu le général de Gaulle. À partir de ce moment-là, c'était le général de Gaulle. Bon, j'ai commenté son action, quelquefois avec admiration, quelquefois avec des réserves, et quelquefois aussi avec des réserves excessives, où j'ai plaidé coupable, pour leur faire plaisir, et parce que c'était vrai. Sur la jaquette du livre, je lis Raymond Aron est inclassable. Ça vous satisfait, cette expression? On l'a dit si souvent que je suis oublié. On le dit à l'étranger plus qu'en France, non? Que vous êtes inclassable. C'est-à-dire en France, on dit normalement que je suis un homme de droite ou de droite modérée, mais on dit souvent que je suis non classifiable. Ou comme disait un jour un président de la République, c'est-à-dire Pompidou, on ne peut jamais compter sur lui. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais prévoir avec certitude l'opinion qu'il exprimera sur une certaine situation. Il le disait plutôt dans un sens favorable, en disant c'est pas un homme de parti, c'est pas un homme que l'on peut entraîner dans une entreprise, mais cela dit, il n'avait pas d'hostilité à mon égard. Pierre Manin, si vous aviez participé à ces entretiens, est-ce qu'il y a des questions que vous auriez posées à Raymond Aron que vous pouvez peut-être lui poser maintenant d'ailleurs? Vous me prenez au dépourvu. J'ai l'impression qu'ils ont posé la plupart des bonnes questions. Peut-être ils ne l'ont pas suffisamment interrogé, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr du tout que ça ait un sens, mais surtout peut-être d'autres lui ont posé cette question sur ce qu'il a arrêté aux limites de l'action politique. Je veux dire, dans ses analyses politiques, il est tellement soucieux d'adopter le point de vue du praticien, de l'homme qui agit. Il a consacré 2 gros volumes à Clausewitz. Donc, comment quelqu'un de si soucieux d'adopter dans ses analyses le point de vue de l'action, le point de vue de l'acteur, finalement n'a jamais sauté le pas. Bon, je ne sais pas si c'est une question intéressante. Je crois que je devine la réponse, mais c'était peut-être une question, je ne sais pas. C'est une question, mais il y a plusieurs réponses. D'abord, sous la 4e République, s'engager dans la politique, c'était quoi? Se faire élire. Je n'avais pas de qualité particulière pour être élu, je n'avais pas de circonscription, je n'appartenais à aucun parti. J'ai été pendant un moment au RPF. Peut-être j'aurais pu être élu député du RPF à Paris, si je l'avais demandé assez tôt au général Vous avez de Gaulle. milité, je crois, quand vous étiez au RPF. Oui, j'ai milité un petit peu. Vous n'êtes oui. pas allé jusqu'à poser des affiches, comme vous a demandé Jean-Louis Missika? Non, mais j'ai fait des discours. J'ai fait des discours. Mais, qu'est-ce que j'aurais fait? Député? Rien. Il est possible qu'en d'autres circonstances, si j'avais été un peu plus jeune, j'aurais pu être un ministre de Giscard. Mais je n'y ai jamais songé. Un ministre de Giscard, c'était rien du tout. C'était beaucoup moins que ce que je pouvais être en tant que journaliste. Non, réellement, j'ai beaucoup de respect pour les ministres parce que je trouve que c'est un métier infernal. Et je n'avais pas de tentation pour ce genre de métier. Mais en fait, tout le monde dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu un conseiller du prince? La réponse est très simple, ou bien il n'y avait pas de prince, ou le prince ne voulait pas de conseiller. Alors, le seul cas où il y a eu un prince, il ne songeait pas à accepter un conseiller, quel qu'il fût. Et quand le prince était, je ne sais pas moi, Coty ou Guy Mollet, je n'avais aucune chance, ni aucune tentation. Par conséquent, c'est assez facile de répondre que c'est un conseiller du prince frustré. Et d'ailleurs, le fait que j'écrive très souvent du point de vue de l'homme d'action
c'est parce que je pense que politiquement, c'est ce qui est le plus intéressant. Car écrire sur la politique du point de vue de celui qui proteste, c'est donner satisfaction à soi-même. C'est un rôle nécessaire, il faut qu'il y ait des gens qui protestent. Mais la difficulté, la grandeur, les servitudes de la politique, c'est l'action. C'est de faire, de prendre des décisions. De telle sorte que, depuis 1933 ou 1934, j'ai accepté que la politique fût essentiellement l'action. Et que par conséquent, penser la situation telle que les hommes d'action la pensaient, c'était véritablement la responsabilité et le devoir de l'analyste. Si vous voulez, la plupart des intellectuels français sont parfaitement satisfaits lorsqu'ils ont écrit un article dans lequel ils expriment leurs sentiments, leur indignation à l'égard de la réalité, et ne disent pas ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre? C'est la fameuse voilà, question. oui, le fameux le ministre qui m'a dit si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? C'est la plus grande leçon de politique que j'ai reçue de ma vie. Et je trouve que ce serait utile pour tous les intellectuels. Peut-être de temps en temps l'oublier, parce qu'après tout, on m'a répondu à propos de l'Algérie, vous faites ce que vous avez toujours dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire vous suggérez quelque chose que l'homme au pouvoir ne peut pas faire. Mais ma réponse était, il ne peut pas le faire aujourd'hui, mais s'il doit pouvoir le faire dans quelques années, il faut qu'un certain nombre de gens dans mon genre disent que le seul aboutissement, c'est cela. Parce que j'ai eu une discussion un jour après les affaires d'Algérie avec Maurice Schumann. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que je leur ai dit, puisque la 4e République ne pouvait pas le faire? Sur quoi je lui ai dit, si personne ne l'avait dit, jamais personne n'aurait pu le faire. Nous sommes mis d'accord sur cette formule de conciliation. Jean-Louis Missika et Dominique Walton et vous, Pierre Manin, vous êtes d'accord sur ce que vient de dire Raymond Aron sur le pouvoir des intellectuels sur le cours de l'histoire, ce pouvoir que les intellectuels s'exagèrent parfois, paraît-il, semble-t-il? À mon avis, d'abord, ça dépend des genres intellectuels et ensuite de ça, des circonstances historiques. Moi, ce que je peux... Je ne sous-estime pas du tout leur Non, influence. au contraire. Non. Au contraire. Moi, je pense que Aron est représentatif d'un type limité de nombre d'intellectuels qui consiste, encore une fois, à essayer, comme l'a dit Manin tout à l'heure, comme il l'a bien dit dans les interviews, à essayer au maximum de se situer dans la position de celui qui est en situation de responsabilité et d'action pour voir ce qu'il faut faire, tout en ne s'interdisant pas de temps en temps, le problème c'est le passage entre les deux, de dire des choses qui sont typiquement du statut d'un intellectuel, c'est-à-dire critiques. Mais seulement la plupart des intellectuels font rarement ce double passe, cette liaison entre les deux. Ils sont la plupart du temps plutôt très critiques, ou bien quelques-uns à ce moment-là abandonnent leur statut intellectuel et deviennent journalistes ou commentateurs ou hommes politiques et sont directement du côté de l'action. Mais rares sont ceux qui balancent entre les deux. Et à mon avis, là où la situation de Aron a été intéressante historiquement, c'est qu'il a été un des seuls pendant un certain nombre d'années à faire les deux, et que les intellectuels de gauche, depuis que la gauche est arrivée au pouvoir en France, vont se retrouver d'une certaine manière exactement dans sa situation. C'est-à-dire, dans certaines circonstances, ils seront obligés de se mettre du côté de ceux qui agissent et qui décident, donc de couvrir d'une certaine manière, et de l'autre, au titre de leurs exigences intellectuelles, ils seront bien obligés de prendre une distance et de critiquer un pouvoir qu'ils ont naturellement souhaité en majorité. Et je veux dire, cette double situation qui définit classiquement l'attitude de la position d'intellectuel, les intellectuels de gauche vont être obligés de la retrouver beaucoup plus qu'ils ne l'avaient eu pendant, disons, pendant une trentaine d'années. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils sont singulièrement muets depuis quelques mois. Hein, je veux dire, ce qui est intéressant, je trouve, dans la position définie par Aron, c'est justement cette volonté permanente d'être avec, mais de maintenir la distance. C'est-à-dire que le soutien ou l'adhésion à une certaine politique, un certain nombre de choix politiques ne signifie pas nécessairement le suivisme, mais signifie la possibilité de critiquer, d'affirmer ses désaccords, etc. Il y a actuellement une situation étrange. La gauche, depuis la première fois depuis 23 ans, arrive au pouvoir. Et jamais les intellectuels, dans l'ensemble, n'ont été aussi silencieux. Absolument. Parmi les grands, personne ne dit rien.
Il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont toujours été liés à Mitterrand, mais en gros, il y a aujourd'hui le minimum de discussion, le minimum de réaction, le minimum d'émotion en face d'un phénomène tout de même nouveau, un gouvernement qui déclare qu'il va transformer la France et faire la France socialiste. Et les intellectuels qui, depuis 1945, n'ont cessé de protester, vitupérer, invectiver, tout d'un coup, ils ne disent rien. Ils ne disent pas qu'ils sont pour Mitterrand, ils ne disent pas qu'ils sont contre. Il y a un silence politique total. Comment l'expliquez-vous, ce silence? Ils sont accablés à l'idée d'être responsables du pouvoir. Et ils ne peuvent pas choisir d'être simplement à la fois satisfaits que le pouvoir soit socialiste et d'être éventuellement critiques de ce que fera le pouvoir. Alors, il y a un phénomène curieux. Il devrait y avoir maintenant en France un nouveau dialogue, c'est-à-dire il devrait y avoir un dialogue avec ceux qui se sont toujours déclarés de gauche, qui ont aujourd'hui un gouvernement de gauche, et il pourrait se trouver d'accord avec ceux qui ne se déclaraient pas de gauche, qui ne sont pas systématiquement contre le gouvernement Mitterrand, mais qui éventuellement critiquent ceci ou cela. Mais je pense que pour les intellectuels, c'est d'abord qu'ils ne veulent pas, bien entendu, prendre les responsabilités du pouvoir, mais c'est aussi qu'il s'est passé une chose bizarre, c'est qu'au moment où ils avaient renoncé à ces croyances, disons, au moment où les intellectuels dans leur masse avaient, dans ces 10 dernières années, renoncé au socialisme, eh bien voilà, c'est à ce moment-là que le socialisme arrive au pouvoir en France. Moi je dirais ça autrement, mais ça... Disons que les grands débats intellectuels et politiques entre 68 et 75-77 ont porté sur tous les thèmes de l'action du gouvernement actuel. Et que c'est vrai que la plupart du temps, ces débats sont conclus par « il est inutile de nationaliser »,« il faut éviter absolument de rater une politique économique, etc. etc. » Et que ces débats intellectuels et politiques qui ont été très, très vifs entre 68 et 75, 77, 78, en tout cas qu'en 80, sont la plupart du temps traduits effectivement par des prises de position qui vont exactement à l'encontre de ce que fait le gouvernement actuel. Donc c'est en cela que, à mon avis, une bonne partie des intellectuels et notamment des intellectuels de gauche typiquement français sont à contre-pied, c'est qu'à la fois ils ont souhaité ce pouvoir et qu'ils souhaitaient que la politique économique ou la politique internationale se fasse différemment que la manière dont elle se fait actuellement. Et du coup, ils ne savent pas s'il faut qu'ils continuent à soutenir ou bien s'il faut qu'ils commencent à rentrer dans l'opposition par rapport à un régime qu'ils ont souhaité. Donc, quand vous dites que les intellectuels ont conclu que le programme du Parti socialiste ou du programme commun était mauvais et qu'il ne fallait pas l'appliquer, c'est pas exact tout à fait. Car, en fait, le Parti socialiste n'a jamais changé son programme. Il a atténué le programme commun avec le Parti communiste, mais les propositions de Mitterrand ou le projet socialiste, c'est toujours dans la même direction. On a cru, pendant que vous étiez au Figaro, que vous voyiez très fréquemment des hommes politiques et des hommes de gouvernement. Non. C'était une erreur. Très rarement. Très rarement. Je les rencontrais le plus souvent dans les ambassades étrangères. J'étais invité de temps en temps par les ambassades étrangères où j'y rencontrais des hommes politiques. Et au bout de 25 ans, j'avais rencontré toujours 3 ou 4 fois Edgar Faure ou un autre, mais je ne fréquentais pas les milieux politiques comme les journalistes professionnels. J'avais pas le temps. Et puis d'autre part, la plupart du temps, on n'apprend pas tellement de choses dans les conversations avec les hommes politiques. De temps en temps, mon absence de contact direct avec les classes politiques m'a provoqué des erreurs. Il y a des choses qu'il fallait savoir, il fallait être dedans. Et au Figaro, on aurait dû me le dire, mais on ne le disait pas. De toute sorte, je n'avais pas des informations confidentielles qui sont nécessaires pour les hommes qu'on appelle les gastiers, comme on dit, enfin, les hommes des entrefilets, les hommes des gazettes, comme on disait aussi au XIXe siècle. Ben, j'en ai jamais été. Ça dit, malgré tout, j'ai fréquenté le milieu politique beaucoup plus que les professeurs d'ordinaire, ce qui est assez utile, parce que les hommes politiques ont un langage en privé qui est normalement cynique et sceptique. Et pour être professeur de sciences politiques, il n'est pas interdit d'avoir une certaine connaissance du langage direct et privé des hommes politiques. Ça vaudrait la peine, d'ailleurs, de faire des études des deux langages. J'y ai songé, mais enfin, ce serait mal vu. Les conversations privées avec les hommes politiques, elles doivent rester privées.
C'était Rencontre avec Raymond Aron, une émission proposée par Jacques Pogam, avec Raymond Aron, Jean-Louis Missika, Dominique Volton et Pierre Manant, première diffusion sur France Culture le 27 septembre 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr.